Donc, bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce cinquième module du cycle Urbanisme et risques naturels. Donc, aujourd'hui, on va traiter des mouvements de terrain. On va avoir une courte introduction par Laura de l'Association des maires de Gironde. Ensuite, bien, on vous parlera dans une première partie de la connaissance des aléas pour prévenir le risque. Donc j'interviendrai. Cyril Thomaïdis, du responsable du bureau des carrières souterraines, sera là aussi pour évoquer le sujet pointu des carrières. Et dans une deuxième partie, on abordera toutes les actions possibles des élus pour prévenir, réduire et réparer ce qui peut être réparé en matière d'aléas sur les bâtiments. Voilà, donc sans plus attendre, je laisse la parole à Laura pour cette introduction. Merci Annabelle. Donc bonjour à tous. Donc comme l'a dit Annabelle, je suis urbaniste à l'Association des maires de Gironde. Donc cette thématique du RGA, cet acronyme qui est quand même source de beaucoup d'inquiétudes, on le voit auprès des collectivités, des élus aussi, puisque en novembre dernier s'est tenu le 105e congrès des maires de France à Paris et il y a eu un point spécifique dédié à ce sujet. Donc ça montre effectivement aujourd'hui l'inquiétude grandissante sur ce phénomène. Alors phénomène qui est pas nouveau, hein, puisque, je crois que c'est rentré au régime CatNat, en 89 de mémoire, donc ça existe depuis quand même, pas mal de temps maintenant. Mais effectivement, on se rend compte et on va le voir tout à l'heure, c'est un phénomène qui est accentué par le changement, climatique. On a vraiment de plus en plus d'épisodes de sécheresse, de pluies intenses, ce qui accentue aujourd'hui, le phénomène, de par ses amplitudes. Et alors ce qui est inquiétant et ce qui est ressorti au Congrès des maires, de France, c'est que c'est pas un phénomène qui est, localisé, précisément, et délimité à certains départements. C'est quasiment, plus de 50 de la France qui est aujourd'hui concernée par ce fléau, et ce qui représente, autour de 3-4 millions de maisons individuelles. Donc ça aussi, c'est approximatif parce qu'on n'a pas non plus, forcément, une connaissance, vraiment précise de la nature de tous les sols. En tout cas, voilà, c'est un sujet qui, mérite vraiment, une attention particulière. Les assureurs aussi, hein, sont en train de monter un peu au créneau sur cette thématique parce qu'on voit qu'effectivement, c'est devenu la première source de sinistralité au régime des catastrophes naturelles. Donc là aussi, c'est une catastrophe qui, enfin en tout cas un phénomène qui va de plus en plus chiffrer. Pourtant, voilà, vis-à-vis de tout ça, c'est passé un peu sous les radars cette problématique. On l'a souvent, plus, orientée vis-à-vis d'un défaut de construction plus que réellement, lié à un aléa, un phénomène. On n'a pas réellement eu de politique publique nationale comme on a pu l'avoir sur les inondations ou sur les incendies. Donc et on est face, aussi, enfin on est d'autant face à des situations un peu de désarroi, de sinistrés qui sont vraiment aujourd'hui, dans la détresse. Donc ça commence à bouger, alors ça a déjà bougé, hein, j'ai eu notamment, le CEREMA qui a fait pas mal d'études aussi, mais c'est plus sur une on n'a pas aujourd'hui de réelle politique nationale, mais ça bouge. On voit qu'on a un projet de loi qui a été déposé par, Sandrine Rousseau, récemment. Alors ça va plus concerner la question, de l'indemnisation, mais, elle apporte aussi des précisions, sur, la prise en compte de ce phénomène. On a aussi un rapport au national de Vincent Ledoux, député du Nord, qui, préconise plusieurs actions, et notamment, donc les actions qui nous concernent aujourd'hui, liées à l'adaptation des bâtiments. Donc on voit qu'aujourd'hui, effectivement, on a un gros défi majeur, lié à l'adaptation de nos constructions, l'aménagement de nos territoires face à ce changement climatique, face à ce phénomène-là. Avec toujours la question de savoir, aujourd'hui, comment on peut adapter, nos constructions, à savoir les nouvelles constructions, mais aussi le grand défi de l'adaptation des constructions existantes. Comment on peut aussi, mieux prendre en compte ce phénomène dans les documents, d'urbanisme. Donc autant de questions, voilà, sur lesquelles aujourd'hui, les communes, en tout cas les instances qui ont une compétence aménagement du territoire vont devoir effectivement se pencher, avec toujours cette question d'une politique d'aménagement, assez ambitieuse sur l'adaptation
du bâti et de nos aménagements. Donc le chemin va être long, mais des solutions existent. Ça se travaille aussi. Il y a beaucoup de réflexions à ce sujet. Donc voilà, j'espère que vous allez aussi apprendre beaucoup de choses sur ce phénomène, mais aussi avec toujours cette petite touche d'optimisme sur ce sujet qui est jamais très gai. Mais voilà, il y a des solutions, elles existent. Elles auront forcément un coût, mais il faut effectivement aujourd'hui collectivement qu'on agisse sur ce phénomène-là. Merci Laura. Donc du coup, on va commencer de suite, voilà, la présentation. Moi, je vais vous parler du lien entre les natures de sol et les risques mouvements de terrain. Alors, je vais aller plus largement que le retrait-gonflement des argiles, je vais en parler, mais je vais parler aussi d'autres problématiques sur notre territoire girondin. Donc, pour bien comprendre les choses, il faut remonter un peu dans le temps et parler de l'histoire géologique de la Gironde. Donc, notre territoire s'inscrit dans le bassin aquitain et comme son nom l'indique, eh ben, on est dans une dépression en fait d'un point de vue, on va dire, topographique et géomorphologique. Donc, on est, si vous voulez, sur un point plus bas qu'ailleurs sur le territoire français et on est dans un bassin sédimentaire. Alors, on parle de bassin sédimentaire parce que ce territoire s'est constitué au fil ce qu'on appelle des transgressions et régressions marines, c'est-à-dire des avancées de l'océan et du retrait, au contraire, de l'océan au fil des temps géologiques. Cette avancée marine ou ce recul de la mer a produit différents types de sédiments. Et comme on était dans un bassin, quand on était par exemple en régression marine, quand l'eau s'est retirée du bassin, les particules en suspension dans l'eau étaient très fines et se sont déposées sur tout le pourtour à l'intérieur du bassin. Par contre, plus vers la côte, j'utilise ma souris comme ça vous pouvez suivre. Donc voilà, à l'extérieur du bassin, ici, on a des particules fines qui se sont déposées quand l'océan s'est retiré. Par contre, plus vers la côte, on avait encore un régime hydrologique un peu plus puissant, des vagues, etc. Et on a d'autres types de sédiments qui se sont déposés, des sédiments siliceux, un petit peu plus gros. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des natures de sol différentes, qu'on soit en rive gauche et en rive droite. On le voit très bien sur cette carte. Alors, sur la carte géologique ici, vous le voyez nettement. Et ici, sur la carte pédologique, donc là, on est sur les catégories de sol au-dessus des roches mères, du substrat. Et on s'aperçoit que vous vous rendez compte vous-même quand vous vous promenez dans nos paysages girondins. Sur la façade ouest, on est sur des substrats plutôt sableux. Et la rive droite, on est sur un territoire de substrat calcaire et qui est recouvert par un horizon. Donc, l'horizon, c'est la couche de sol altérée, typique mélangée d'argile et calcaire, avec parfois des calcaires grossiers. Voilà, en rive droite. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on a une différence de sol le long des cours d'eau et dans la plaine alluviale. Donc là, par exemple, tout le long de la Garonne et tout le long de la Dordogne, on est dans ce qu'on appelle des alluvions. Donc c'est plutôt, pareil, une matrice plutôt argileuse. Ça, c'est très important de le comprendre à l'échelle du territoire girondin parce que c'est ça qui va conditionner nos aléas en matière de mouvement de terrain sur notre département. Comme je vous le disais, on est sur la rive droite du département, plutôt sur un sol de type calcaire, alors avec parfois des lentilles argileuses et des choses comme ça, mais on a un substrat qui est quand même calcaire, ce qui fait qu'on a potentiellement des zones qui sont soumises à un risque karstique, à des réseaux karstiques, c'est-à-dire qu'il y a une dissolution de ces calcaires, alors à la fois en surface mais aussi en souterrain. En surface, c'est lié aux eaux pluviales et en souterrain, c'est lié à la circulation des eaux souterraines dans les nappes, dans les cours d'eau souterrains, etc. Cette dissolution des calcaires, ça occasionne à la fois, vous voyez, des formes qui sont reconnaissables en surface. Donc, on note par exemple, alors c'est des images qui ne sont pas forcément en Gironde, mais en Aquitaine, un peu partout, on voit des dolines. Vous voyez, ces espèces de creux qui se forment comme ça à la surface du sol. Et ça, c'est la roche carbonatée qui se dissout avec les eaux pluviales. Et on a également ces mêmes phénomènes de dissolution qui se font en souterrain, ce qui crée des poches finalement des cavités souterraines qui sont complètement naturelles et qui peuvent se déstabiliser avec le temps. Et on va le voir également qui s'est accentué avec le réchauffement climatique.
En Gironde, ces réseaux karstiques, on les localise plus précisément en fait à partir de la vallée de la Garonne jusqu'aux limites de la Dordogne. Donc, comme vous venez de voir sur la partie ouest de notre département, étant donné qu'on est plutôt sur des formations sableuses, on n'a pas du tout cette problématique de karst. Et du coup, on élude complètement les problèmes d'effondrement sur la partie ouest de notre territoire. Alors, sur cette partie est, effectivement, on a une possibilité d'effondrement de carrières souterraines, alors qui peuvent être effectivement des carrières aussi, je dirais, liées à l'activité anthropique, d'extraction de la pierre pour la construction, mais qui sont liées donc à ce phénomène karstique et aux cavités souterraines naturelles. Ces effondrements, on le verra un peu plus en détail tout à l'heure avec Thomas, sont influencés par les conditions météorologiques. C'est-à-dire que plus on va avoir des pluies diluviennes et des variations de température en surface, plus ça va déstabiliser en fait le recouvrement et plus on va avoir des infiltrations d'eau qui vont aussi potentiellement travailler, notamment quand il y a des phases de gel, etc. Et on a une instabilité qui se fait au niveau de ce qu'on appelle du toit, et on a des fois des ruptures et un effondrement caractérisé. Alors on voit, j'ai mis des images, ça c'est en Gironde par contre à droite, vous voyez, ça peut arriver sur un terrain agricole, mais aussi sur un terrain qui est artificialisé, sous une terrasse, ça peut être sous une maison, ça peut être un peu partout. Alors, si on reprend l'état des lieux au niveau de la Gironde, on voit que par rapport aux questions géologiques que j'ai évoquées en amont, ces problématiques d'effondrement, d'éboulement ou de glissement de terrain sont vraiment cantonnées en rive droite et particulièrement autour des grands cours d'eau, donc que sont la Garonne et la Dordogne, et avec le cœur entre deux mers également. Là, je fais un focus sur les problématiques d'éboulement et d'érosion. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand la mer s'est retirée de notre bassin aquitain, elle a laissé également des reliefs, on va dire, sous-marins. Et en fonction des natures de sols qui sont restées, en l'occurrence le calcaire ou après le sable, on va avoir des reliefs différents qui constituent notre paysage actuel. C'est-à-dire qu'on a une rupture franche au niveau de la Garonne entre, encore une fois, la rive gauche et la rive droite. En rive gauche, on est sur des systèmes dunaires avec des pentes beaucoup plus douces. On a très peu de relief. Quand on arrive en rive droite, on est sur le coteau bordelais, comme son nom l'indique. On est sur des pentes un peu plus abruptes. Et après, on est sur des systèmes beaucoup plus vallonnés avec vraiment des reliefs un peu plus marqués. Ce qui fait qu'en rive droite, de par ce relief et par la nature du sol, on va avoir ce risque d'éboulement ou d'érosion qui est plus prononcé. Alors, ce qu'il faut comprendre sur ces schémas, qui, je crois, d'ailleurs, je ne l'ai pas noté, sont des schémas issus du CEREMA. Je leur redonne le copyright. On a des différences de matériaux à la fois en profondeur et en surface. Et des différences de matériaux aussi du point de vue de la densité et de la cohérence du matériau. Si on prend un exemple ici sur les coteaux bordelais, on a en profondeur donc des calcaires et en surface, on a la roche qui s'est altérée au fil du temps et on se retrouve avec un mélange d'argile et de calcaire, avec une part plus ou moins importante d'argile et de roche carbonatée. Cette argile peut se charger en eau, effectivement, quand il pleut, etc. Donc, va prendre de la masse, va prendre du poids. Et ça peut se déséquilibrer, en fait, en fonction des intempéries, etc. Et ça peut occasionner des chutes de pierres, des chutes de blocs. Alors que finalement, le substrat en profondeur, lui, ne bouge pas. On a clairement la couche supérieure qui vient se déliter et c'est ça qui peut s'effondrer au fil du temps. C'est ce qui se produit aussi quand on a la paroi qui affleure, la paroi calcaire sur les coteaux. Pareil, on a un phénomène d'érosion qui se produit. Les intempéries, le soleil, le gel, etc. viennent altérer la roche. Et là, on a une possibilité d'infiltration de l'eau et de détachement de blocs plus ou moins importants. Et les schémas de droite, c'était pour vous montrer aussi l'action des cours d'eau sur les sols qu'on observe chez nous en Gironde. Donc, vous voyez que là, on peut se dire que c'est la Garonne, c'est le niveau de la Garonne qui vient le long de la berge.
ça vient excaver progressivement en fait la berge, rentrer éventuellement jusqu'au niveau du substratum, et on voit que toute la partie supérieure finalement se retrouve déstabilisée, et à la faveur de pluies importantes ou d'une montée d'une crue importante, on a tout un pan de berge qui risque de s'effondrer. Le schéma de droite, c'est pareil, c'est un affaissement de terrain, c'est plus une loupe d'arrachement. Sur les schémas suivants, là, je voulais vous montrer aussi deux autres types de phénomènes qui se produisent. D'ailleurs, il y a une image que je vous ai mise, ça s'est produit en 2009 à ce nom. C'est des glissements de terrain ou les coulées de boue. Alors, c'est un peu la même chose. Là, c'est-à-dire qu'on a un sol qui va, pareil, se gonfler d'eau, se charger, être de plus en plus lourd et qui va venir glisser sur la surface finalement sous-jacente et la surface de rupture peut être circulaire, vous voyez, comme ici. Où là, on a carrément une coulée de boue, par contre, le long de la pente, ça dépend en fait de la topographie. Quand on est sur une pente comme ça et de la nature de la roche sous-jacente, on peut avoir une coulée de boue qui entraîne avec elle également la végétation et du coup, toute construction aussi qui se trouverait dessus. Alors, ce qui est important de dire, c'est que par rapport au réchauffement climatique, le GIEC précise bien depuis pas mal de temps maintenant, pas mal d'années, que ce sont les événements climatiques extrêmes qui vont augmenter, c'est-à-dire les épisodes de fortes pluies comme on a en ce moment, et puis les sécheresses intenses comme on a aussi en ce moment depuis 2 étés, voire un peu plus. Donc à court terme, le GIEC l'indique, ces événements vont être de plus en plus impactants sur les mouvements de terrain. Donc il faut s'attendre à une augmentation des mouvements de terrain. Clairement, tout ce qu'on vient d'évoquer là, plus le réchauffement climatique va s'installer et les températures vont augmenter, plus on risque d'avoir ce type de mouvement de terrain. Et donc, pour conclure cette diapo-là, j'ai mis une petite phrase quand même, c'est qu'il y a une conséquence sur l'aménagement du territoire et que c'est bien de comprendre les contraintes mécaniques des sols à certains endroits pour éviter d'ajouter de la charge dans certains secteurs. Donc là, je prends l'exemple de la crête du coteau bordelais. Il faut bien, vous voyez ma petite souris qui se promène, quand on a des permis de construire qui se retrouvent juste en haut de la crête du coteau, il faut peut-être se poser la question là dans quelques années si c'est bien raisonnable de venir construire à cet endroit-là. Alors effectivement, Laura en a beaucoup parlé. Nous, on a un département où on est bien dans le rouge par rapport à ça, c'est le retrait-gonflement des argiles. Alors vous en avez tous entendu parler. Moi, je voulais juste rappeler un peu le fonctionnement de ce qui se passe. Déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fonction du type d'argile, il n'y a pas le même gonflement. Alors malheureusement, chez nous, on a pas mal d'argile. Vous voyez ma souris à droite. De type comme ça avec de la smectite. C'est voilà, des particules très fines qui se trouvent entre les feuillets empilés. Et ce minéral a la propriété de fortement gonfler quand il se gorge d'eau. Et donc, on a un gonflement qui est maximal avec ce type d'argile. Malheureusement, en Gironde, vous voyez, toute notre rive droite, là, c'est surtout ces argiles-là qu'on retrouve. On voit l'autre petite image que je vous ai mise. Là, ça, c'est typique en été. C'est les fentes de dessiccation. Quand on ne sait pas trop quel type de sol on a, quand on voit ça apparaître en été, c'est clairement qu'on a beaucoup d'argile dans le sol. Et donc, du point de vue de ce type de sol, on commence à l'observer, comme le dit Laura, enfin, on commence vraiment à bien sérieusement l'observer. Ça fait beaucoup de dégâts sur le bâti. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, parce que donc, si on regarde le schéma de droite, là, on a donc un pavillon qui est symbolisé avec un arbre et tout. On est en plein été, gros soleil. Ce qui se passe, on est sur un terrain, donc vous voyez, c'est même des blocs calcaires représentés. C'est vraiment typiquement la rive droite de chez nous, calcaire et argile par-dessus. On a le soleil qui tape, il y a de l'évaporation. Du coup, l'argile se dessèche à fond. On se retrouve avec les fentes de dessiccation parce qu'il y a de l'évaporation. Donc, toute l'eau s'évapore. Le problème qu'il y a, c'est que ça va s'évaporer aussi partout autour de la maison. Et le truc, c'est que l'évaporation et la dessiccation de l'argile ne se fait pas de manière homogène tout autour du bâtiment. On va avoir des variations en fait de dessèchement en fonction de ce qui se passe dans le sol. C'est-à-dire si on a une nappe affleurante, par exemple, la dessiccation va se faire que en surface et un peu plus profond au niveau de la fondation de la maison, par exemple, ça sera encore un peu humide, il y aura moins de dégâts.
Si on a par exemple un arbre aussi à côté, la végétation va contribuer à pomper l'humidité dans le sol. Donc là, à l'inverse, ça risque d'influencer la dessiccation des argiles et du coup de favoriser le tassement. Autre phénomène, quand il pleut, effectivement, toutes ces argiles gonflent. Là, ça vient au contraire décompacter un peu tout le sol. Donc en fait, les pourtours des habitations sont en permanence déstabilisés par des tassements et des gonflements et de manière différentielle, pas homogène tout autour du bâti. C'est ça qui crée toutes ces fissurations, etc. Ce qui peut favoriser aussi la dessiccation des argiles, c'est le terrain, la topographie. En fait, si vous construisez sur un terrain en pente, il y a de fortes chances que l'eau s'écoule plus facilement, ça draine plus facilement. Donc, si la maison elle est en haut de la pente, elle sera potentiellement plus dans des argiles qui vont se dessécher plus rapidement que si elle est en bas de pente. Alors, vous voyez la carte de gauche où là, on a zoomé sur la Gironde et on voit bien que l'exposition au risque retrait-gonflement des argiles, on est fortement exposé voilà, dans le cœur entre deux mers et on est très exposé et potentiellement exposé jusqu'à la vallée de la Garonne. On a aussi, alors vous noterez quand même sur la rive gauche, on a des lentilles d'argile, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on a quand même de l'argile qui est présente dans les formations sableuses et en partie quand même suffisamment, enfin en proportion suffisamment importante pour que ça occasionne potentiellement un risque de retrait-gonflement. Et alors, je ne pouvais pas faire cette intro sans vous parler aussi par rapport au mouvement de terrain, sans vous parler des risques sismiques. Bon, en Gironde, heureusement, parce que là, on cumule quand même pas mal de choses. On est quand même sur un risque faible d'un point de vue de la sismicité, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Malgré tout, je vous ai quand même mis que le séisme voilà, du 16 juin de cette année, on l'a quand même un peu ressenti, beaucoup même jusqu'en Gironde. Et donc, il y a des études qui sont faites par des géologues actuellement là-dessus parce que c'est à la fois intéressant et un peu inquiétant de ressentir autant l'intensité des séismes. Là, le séisme, en fait, l'épicentre était situé en Charente. Donc, c'est vrai que c'est pas très loin à vol d'oiseau, mais c'est un peu étonnant de l'avoir ressenti aussi loin en fait de l'épicentre. Voilà. Et ce qu'on peut noter, c'est que quand on a des séismes de ces ampleurs-là, ce qui n'est pas forcément énorme, 5,8, c'est important, mais les plus importants séismes enregistrés, là, je crois que c'est 9,2, quelque chose comme ça au Japon et au Chili. Donc 5,8, ça reste quand même raisonnable. Et on voit l'ampleur des dégâts là, des villages de Charente et on voit ça. C'est des bâtiments, ça va être compliqué de réintervenir dessus. Puis c'est du patrimoine. En plus, vous voyez à droite, là, l'église. Quand je disais que le risque sismique était faible, ça ne veut pas dire pour autant qu'on est complètement à l'abri de tout risque. Parce que je vous ai quand même noté, alors c'est il y a très longtemps, certes, mais il y a eu deux importants séismes, vous voyez, d'intensité quand même de 7,5 et de 6. Donc à l'époque, au XVIIIe siècle, en 1750 et en 1852. Ils étaient localisés, vous voyez les points là, ils étaient vers les communes de Baron, il me semble, dans ces secteurs-là. Donc il faut quand même garder ça en tête, mais bon, c'est pas ce qui va nous préoccuper de manière prioritaire actuellement. Moi, j'ai fini de vous faire cette petite intro pour bien comprendre ces aléas qui sont vraiment fonction de notre nature de sol et de la géologie, de tout ce qui se passe sous nos pieds.